Paris, février 1575. Henri III fait son entrée dans la capitale française après sa fuite rocambolesque de Pologne. Le jeune homme de 23 ans qui remonte sur le trône de France ne ressemble à aucun roi avant lui. Boucles d'oreilles scintillantes, visage fardé, fraises empesées d'une blancheur éclatante, voilà le souverain qui va bouleverser pour toujours l'image de la royauté française. Ce qui frappe encore plus les courtisans, c'est son entourage. Une dizaine de jeunes hommes l'accompagnent, tous plus beaux les uns que les autres. Ses compagnons ne quittent jamais Henri III, ni le jour ni la nuit. Ils mangent à sa table, dorment dans sa chambre, l'habillent, le déshabillent. Bientôt, tout Paris ne parle que de ces mignons qui semblent avoir conquis le cœur du roi. Qui sont vraiment ces hommes? Que se passe-t-il derrière les portes closes des appartements royaux? Et pourquoi Henri III provoque-t-il un tel scandale dans son propre royaume? Tout commence bien avant son accession au trône. En 1572, quand Henri n'est encore que duc d'Anjou, il commande les armées royales contre les protestants. C'est là qu'il rencontre ses premiers compagnons, ceux qui formeront le noyau de sa future garde rapprochée. René de Villequier, selon le diplomate savoyard Lucinge, aurait initié Henri aux amours masculines. Louis du Gast devient rapidement le favori absolu du jeune prince. Quand ce dernier meurt assassiné, Henri III est inconsolable. Cette réaction excessive annonce déjà l'attachement passionné qu'Henri portera toujours à ses mignons. François d'O, jeune Normand de 19 ans, fascine le prince par son intelligence et sa beauté. Henri de Saint-Sulpice, 20 ans, séduit par son charme et sa bravoure. Ces hommes ne sont pas de simples courtisans. Ils deviennent les confidents les plus intimes du futur roi, partageant ses secrets, ses angoisses, ses espoirs. Dans les lettres privées d'Henri III, on découvre des correspondances du ton le plus intime entre quelques-uns de ses mignons, d'O, Saint-Luc, Saint-Sulpice. Ces documents révèlent une complicité troublante entre le prince et ses favoris, une intimité qui dépasse largement les relations habituelles entre un maître et ses serviteurs. À la Renaissance, la chambre royale est considérée comme sacrée et pouvoir y dormir, en présence même du souverain, représente l'ultime consécration d'un courtisan. Les mignons de couchette ont le privilège de dormir dans la même chambre et souvent dans le même lit que le roi. Mais sous Henri III, cette pratique prend une dimension totalement inédite. Chaque soir, Henri III regagne ses appartements privés au Louvre. Mais il n'est jamais seul. Jacques de Caylus, le plus beau de ses favoris, l'accompagne systématiquement. Louis de Maugiron, surnommé le Beau Borgne, reste également. François d'O, le jeune administrateur normand, ne s'éloigne jamais. Catherine de Médicis, ayant une requête à faire au roi, trouve ouverte la porte de son cabinet et voit son fils assis, sa femme Louise de Lorraine sur ses genoux et d'Épernon à ses côtés. Cette promiscuité constante alimente toutes les rumeurs. Contrairement au règne précédent, Henri III pousse l'intimité à son paroxysme. Il recherche une symbiose spirituelle avec ses favoris, et c'est pourquoi il ne peut s'en passer. Toute sa vie se tiendront à ses côtés entre 2 et 6 mignons, l'un cédant la place à l'autre au gré de la politique et des affections, du souverain. Les accusations contre Henri III ne viennent pas uniquement de ses ennemis. Ronsard et d'Aubigné n'hésitent pas à brocarder le roi dans leurs vers. Le roi, comme l'on dit, accole, baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour. Eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à tour leurs fessiers rebondis et endurent la brèche. D'autres pamphlets circulent d'une obscénité saisissante. Ces culs devenus cons engloutissent plus de biens que le gouffre de Scylla. Ces textes, distribués clandestinement dans Paris, décrivent avec précision les pratiques intimes, supposées du roi et de ses favoris. Le diplomate savoyard Lucinge évoque ouvertement la préférence du roi pour la gente masculine. Ce témoignage, étranger, moins suspect de partialité, confirme les rumeurs qui circulent dans toute l'Europe. Pierre de l'Estoile, chroniqueur pourtant favorable au roi, ne peut s'empêcher de rapporter les ragots de cour. Il décrit les mignons comme des hommes aux familiarités et débordements sexuels, d'où est apparu le terme « mignon de couchette ». Une fois roi, Henri III transforme radicalement l'étiquette de cour. La chambre royale devient encore plus sacrée et les personnes qui peuvent y pénétrer font l'objet des plus vives jalousies.
Mais cette sacralisation cache une réalité bien plus troublante. Sous le règne d'Henri III, les gentilshommes qui fréquentent la cour de France s'habillent avec un raffinement qui choque les bourgeois. Sur le modèle du roi, les courtisans se fardent, se poudrent et se frisent les cheveux. Ils portent des boucles d'oreilles, de la dentelle et de grandes fraises empesées. Cette révolution esthétique va bien au-delà de la simple mode. Henri III et ses mignons créent une nouvelle culture de cour, où la beauté masculine devient un critère de sélection politique. Ces relations sont manifestées par des signes symboliques, comme le port de vêtements semblables. Le 1er janvier 1579, lorsque Anne de Joyeuse, François de Saint-Luc, François d'O et Jean-Louis de La Valette furent honorés du collier du Saint-Esprit, ils se présentèrent vêtus exactement comme le roi. Cette intimité vestimentaire, cette fusion symbolique entre le roi et ses favoris, scandalise profondément la cour traditionnelle. À partir de 1576, le terme mignon prend carrément une connotation sexuelle et dégradante. Cette évolution sémantique témoigne de l'évolution de l'opinion publique. Ce qui était accepté comme un honneur devient progressivement perçu comme une perversion. Parmi tous les mignons, Jacques de Caylus occupe une place particulière. Âgé de 24 ans, ce jeune homme du Quercy possède un charisme exceptionnel. Henri III le couvre d'honneur et d'affection d'une manière qui dépasse largement les usages de cour. Dans une lettre de Saint-Luc à Saint-Sulpice, on trouve les expressions « amitié jurée » et « ligue faite entre nous ». Une autre lettre de François d'O, au même Saint-Sulpice, révèle les liens qui les unissent tous à celui que le scripteur appelle « le maître ». Vous avez telle part à sa bonne grâce que vous l'y pouvez souhaiter. Pour le moins, lui avez comme nous, et nous comme vous. Car c'est une même chose. Cette correspondance privée révèle l'existence d'un véritable pacte affectif entre Henri III et ses mignons. Le roi parle de sa chère bande, de sa troupe. Ces hommes ne sont pas de simples favoris politiques, ils forment une communauté intime autour du souverain. Henri III ne cache pas ses sentiments. Il confie à Villeroy dans un billet datant de mai 1579 « Ce que j'aime, c'est avec extrémité ». Cette passion exclusive, cette incapacité à modérer ses affections, caractérise tous ses rapports avec ses mignons. Louis de Maugiron fascine par son mélange de beauté et de bravoure. Surnommé le Beau-Borgne, après avoir perdu un œil au siège d'Issoire, il est comparé à la princesse d'Éboli, cette aristocrate espagnole célèbre pour sa beauté malgré son infirmité. Il avait rencontré le futur Henri III en 1572, alors qu'il lui portait une missive de son père, sénéchal et gouverneur du Rouergue. Il avait participé au siège de La Rochelle et avait suivi son prince en Pologne, puis intégra sa maison lorsqu'il devint roi. Cette fidélité absolue, cette présence constante aux côtés d'Henri III, nourrit toutes les spéculations. Maugiron ne se contente pas de servir le roi, il vit littéralement avec lui. De son unique œil, Maugiron fixait ses adversaires avec hostilité, prêt à mourir pour défendre son maître. Chaque soir, le coucher du roi donne lieu à un rituel complexe où seuls les mignons ont accès. Henri III refuse que d'autres que ses favoris l'approchent dans ces moments d'intimité. Cette pratique, qui paraît naturelle à l'époque, prend sous son règne une dimension particulière. Le roi se fait déshabiller par ses mignons, qui l'aident à revêtir sa chemise de nuit. Ces gestes, d'une intimité extrême, créent entre le souverain et ses favoris une complicité physique troublante. Les ambassadeurs étrangers, témoins de ces scènes, ne cachent pas leur surprise. Cette proximité corporelle dépasse largement les usages de cour traditionnels. Henri III recherche dans ces moments un contact physique et affectif que ne lui procure pas la solennité officielle de la royauté. Les mignons deviennent ainsi les seuls êtres humains à connaître Henri III dans son intimité la plus absolue. Cette situation unique dans l'histoire de France explique la nature exceptionnelle de leur relation. Le 27 avril 1578, un événement va bouleverser à jamais l'histoire des mignons. Ce jour-là, au petit matin, 6 jeunes nobles s'affrontent dans un duel au marché aux chevaux, près de la Bastille, à l'emplacement de l'actuelle place des Vosges. Tout commence par une querelle entre Jacques de Caylus, favori du roi, et Charles de Balzac d'Entragues, surnommé le Bel Entraguet, partisan du duc de Guise.
Mais derrière cette dispute apparemment anodine se cache un enjeu politique majeur, l'affrontement entre les partisans du roi et ceux qui contestent son autorité. Caylus adjoint, Louis de Maugiron, et Guy d'Arcès, seigneur de Livaro. Entraguet sélectionne François d'Ailly de Ribérac et Georges de Schomberg. Ce qui devait être un duel d'honneur classique va tourner au carnage. Le 27 avril, vers 5 heures du matin, les 6 hommes se retrouvent sur le terrain convenu. Aucun ne porte de protection. Vêtus de simples capes par-dessus leurs chemises, ils s'apprêtent à un combat que personne n'imagine si meurtrier. Maugiron manifeste son impatience. « Je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles. » Cette phrase, restée célèbre, illustre l'impatience de ces jeunes hommes prêts à mourir pour l'honneur. Le signal est donné. Immédiatement, le duel dégénère. Contrairement à l'usage, les témoins se joignent au combat. En quelques minutes, l'affrontement tourne au carnage. Ribérac porte un coup d'estoc mortel à la poitrine de Maugiron, mais emporté par son élan, s'empale sur l'épée de son adversaire. Les 2 hommes s'effondrent, mortellement blessés. Schomberg fracasse la tête de Livaro d'un violent coup de taille, mais reçoit en retour une estocade au cœur qui le tue sur le coup. Caylus, ayant oublié sa dague, se trouve gravement handicapé dans son combat contre Entraguet. Obligé de parer les coups avec le bras, Caylus se retrouve vite couvert de nombreuses blessures. Touché 19 fois à divers endroits du corps, il abandonne le combat. Le bilan est effroyable. 4 morts ou mourants. Un seul survivant, indemne. En plus de Maugiron et de Schomberg, morts sur le coup, le duel fait 2 autres victimes. Ribérac succombe le lendemain à sa grave blessure et Caylus agonise pendant 33 jours. Henri III apprend la nouvelle au petit matin. Sa réaction bouleverse la cour. Le roi, d'ordinaire si maître de lui, éclate en sanglots. Il se précipite d'abord auprès des corps de Maugiron et Schomberg, les embrasse une dernière fois, fait couper leurs cheveux blonds qu'il conserve précieusement. Henri III ne quitte pas le chevet de Caylus. Il lui apporte lui-même ses bouillons, promet 100 000 francs aux chirurgiens qui le guériront et 100 000 écus à Caylus s'il survit. Ces sommes astronomiques témoignent de l'attachement démesuré du roi pour son favori. Faisant recouvrir les rues alentour de paille afin d'amortir le bruit des sabots, Henri III se rend quotidiennement au chevet du blessé. Cette attention touchante révèle l'intimité profonde qui unit le roi à ses mignons. Caylus lutte contre la mort avec un courage admirable. Pendant ces derniers jours, il ne cesse de répéter « Ah mon roi, ah mon roi !» sans jamais invoquer Dieu ou la Vierge Marie. Cette fidélité exclusive au roi, même à l'article de la mort, troublera profondément les contemporains. Le 29 mai, à la mort de Caylus, le roi récupère sur son cadavre une mèche de cheveux et ses boucles d'oreilles qu'il avait offertes et attachées de sa propre main. Ces gestes intimes, d'une tendresse bouleversante, confirment la nature particulière de leur relation. Paul Stuart de Caussade de Saint-Mégrin occupe une place particulière parmi les mignons d'Henri III. Ce jeune homme séduisant devient rapidement l'un des favoris les plus proches du roi. Mais contrairement aux autres, Saint-Mégrin va payer de sa vie sa proximité avec le souverain. N'ayant pas participé au duel d'avril 1578, Saint-Mégrin ressent une frustration profonde. Il se met à harceler le duc de Guise, espérant provoquer un affrontement qui lui permettrait de prouver sa valeur. Mais le duc de Guise, homme d'expérience, refuse de se laisser entraîner dans ce jeu dangereux. Le 21 juillet 1578, Saint-Mégrin sort du coucher du roi. Il traverse la rue Saint-Honoré quand surgissent les tueurs envoyés par le duc de Mayenne, frère du duc de Guise. 20 coups de dague s'abattent sur le jeune homme. Son corps est littéralement haché. Henri III, apprenant la nouvelle, entre dans une colère terrible. Il fait transporter le corps de Saint-Mégrin dans l'église Saint-Paul, aux côtés de Caylus et Maugiron. Cette mort illustre parfaitement les dangers de la vie de Mignon. Ces hommes, par leur proximité avec le roi, deviennent des cibles privilégiées pour les ennemis du régime. Henri III fait organiser des obsèques grandioses dans l'église Saint-Paul-des-Champs. Il leur fait faire des obsèques magnifiques et élever de superbes tombeaux en marbre noir chargés de leurs statues et d'épitaphes latines où figurent les parcs, Vénus et l'amour. Ces monuments, d'un luxe inouï, portent des épitaphes
où figurent les parcs, Vénus et l'amour. Jamais des favoris n'avaient reçu de tels honneurs. Les contemporains surnomment cette nécropole le sérail des mignons. Cette appellation révèle tout. Pour les contemporains, ces tombeaux évoquent un harem masculin, un lieu de plaisirs interdits. Ces dépenses funéraires scandalisent autant que les fêtes de la cour. Dans un royaume ruiné, consacrer de telles sommes à honorer des favoris paraît indécent. En décembre 1588, quand Henri III fait assassiner Henri de Guise, le peuple parisien se rue dans l'église Saint-Paul pour détruire les mausolées. Les émeutiers considèrent qu'il n'appartenait pas à ces méchants et mignons du tyran d'avoir de si beaux monuments à l'église. Après le traumatisme de 1578, Henri III reconstitue son entourage avec deux hommes exceptionnels, Anne de Joyeuse et Jean-Louis Nogaret de la Valette, duc d'Épernon. Ces deux personnalités, surnommées les archimignons, vont dominer la fin du règne. Compagnons de la vie privée du roi, ils le suivent partout, le servent à table, l'accompagnent dans les réceptions et les cérémonies publiques et permettent le maintien d'un équilibre entre vie privée et vie publique d'Henri III. Anne de Joyeuse, venue du Languedoc, séduit Henri III par son intelligence et son charme. En 1581, Joyeuse épouse Marguerite de Vaudémont-Lorraine, belle-sœur du roi. Ce mariage, célébré avec un faste inouï, consacre l'ascension du jeune homme. Au mariage de Joyeuse, Henri III et le marié revêtent le même habillement somptueux, couvert de broderies, de perles et de pierreries. Jean-Louis d'Épernon, gascon ambitieux, est surnommé le demi-roi, tant son influence est grande. L'empire qu'il eut sur Henri III tenait de l'envoûtement. Cette relation passionnelle avec ses favoris n'est pas comprise par ses contemporains, et encore moins acceptée. Paradoxalement, Henri III encourage les mariages de ses mignons. Contrairement à Louis XIII, qui montrera toujours une réticence à partager la faveur de ses favoris avec une femme, Henri III recherche activement des épouses de haut rang pour ses compagnons. Anne de Joyeuse épouse la belle-sœur du roi en 1581. François d'O se marie avec Catherine de Villequier. Saint-Luc convole avec Jeanne de Cossé-Brissac. Ces unions prestigieuses, organisées par le roi lui-même, semblent contredire l'hypothèse de relations homosexuelles exclusives. Mais ces mariages peuvent aussi s'interpréter différemment. En mariant ses favoris, Henri III les lie définitivement à sa personne et à sa politique. Il crée un réseau familial qui renforce sa position face aux grandes familles nobles. De plus, ces mariages n'excluent pas d'autres formes d'intimité. La bisexualité, concept flou à l'époque, permet d'expliquer ces apparentes contradictions. Henri III peut à la fois encourager les unions de ses mignons et maintenir avec eux des relations privilégiées. François d'O représente le modèle du mignon qui réussit à survivre aux turbulences politiques. Originaire de Normandie, issu d'une famille modeste, il gravit tous les échelons grâce à ses compétences et à la protection royale. Mais François d'O n'est pas seulement un administrateur talentueux. Il entretient avec Henri III une relation d'une intimité troublante. Dans une lettre adressée à Saint-Sulpice, d'O écrit « Vous avez telle part à sa bonne grâce que vous l'y pouvez souhaiter. Pour le moins, lui avez comme nous et nous comme vous, car c'est une même chose. » Cette correspondance révèle l'existence d'une véritable confrérie amoureuse autour d'Henri III. Les mignons ne sont pas en concurrence. Ils forment une communauté unie par l'amour du maître. François d'O survive à Henri III et sert loyalement Henri IV. Mais il meurt ruiné, ayant prêté ses propres deniers à l'État sans jamais être remboursé. Cette fidélité jusqu'à la ruine témoigne de l'attachement profond qui liait les mignons à la monarchie française. L'ascension des mignons provoque une révolte sourde de la noblesse traditionnelle. Ces hommes de petite extraction, qui accumulent honneur et richesse grâce à la seule faveur royale, incarnent une révolution sociale que les grands seigneurs ne peuvent accepter. Le duc de Guise et ses partisans dénoncent ouvertement ce système. Pour eux, les mignons représentent une perversion de l'ordre naturel. Ces parvenus, qui doivent tout au roi, menacent les privilèges héréditaires de l'aristocratie. Cette opposition nobiliaire trouve dans les rumeurs d'homosexualité
Un argument supplémentaire. En discréditant moralement les mignons, les grands seigneurs espèrent affaiblir leur influence politique. La propagande anti-mignon devient ainsi un outil de combat politique. Les pamphlets obscènes qui circulent dans Paris ne visent pas seulement à salir la réputation d'Henri III. Ils cherchent à démontrer que le roi, corrompu par ses favoris, n'est plus digne de régner. Cette stratégie de déstabilisation aura un impact considérable sur l'opinion publique. Parmi les accusations portées contre Henri III, celle de jouer au bilboquet avec ses mignons revient constamment. Ce jeu, considéré comme frivole et efféminé, devient le symbole de la décadence royale. Mais cette accusation révèle surtout l'incompréhension des contemporains face aux nouveaux loisirs de cour. Henri III et ses mignons inventent une culture de l'intimité aristocratique qui rompt avec la tradition guerrière. Cette révolution des mœurs courtisanes choque profondément l'opinion. Le bilboquet devient ainsi le symbole d'une royauté qui privilégie le raffinement sur la force brute. Cette image d'Henri III, joueur de bilboquet entouré de ses mignons parfumés, traverse les siècles et contribue à sa légende noire. Les pamphlets de l'époque sont explicites. Le nom de Caylus est toujours écrit Culus, le Q, et celui de Saint-Luc Cats and Cool. En fait, Cats vient de l'italien cazzo qui désigne le membre viril. Ces jeux de mots obscènes révèlent ce que pensait vraiment le peuple des relations entre le roi et ses mignons. Dans les derniers instants de sa vie, Henri III dit à d'Épernon « Je t'assure que j'ai plus de regrets de te laisser que tu n'as de contrition et de déplaisir de me voir mourir. » Cette déclaration d'amour, prononcée à l'article de la mort, révèle la profondeur des sentiments du roi pour ses mignons. S'il avait aimé ses archimignons d'un amour sexuel, il ne s'en serait pas délibérément séparé. Il n'aurait pas toléré le partage. Il était roi et pouvait agir comme bon lui semblait. Cette analyse soulève des questions troublantes sur la nature exacte des relations entre Henri III et ses favoris. Dans ses lettres adressées à Henri de Saint-Sulpice, on trouve un signe qui, d'après les experts, signifie fermeté, attachement, fidélité. Au bas de ces lettres, le H de Henri est mêlé au H de Henri de Saint-Sulpice. Ces détails graphiques témoignent d'une intimité troublante. L'historien Pierre de Vessières, spécialiste de cette époque, témoigne dans son livre « Messieurs de Joyeuse » 1926. Nous avons des centaines de lettres de la main du roi. Je parle des lettres familières. Il a été publié récemment ces correspondances du ton le plus intime entre quelques-uns de ses mignons. d'O, Saint-Luc, Saint-Sulpice. J'ai moi-même une bonne partie de la correspondance des Joyeuses. Je n'ai pas trouvé dans toutes ces pièces un mot qui pût prêter à l'équivoque ou au soupçon. Cette absence de preuves écrites, constatée par un historien qui a étudié ces documents de première main, reste troublante. Soit Henri III était effectivement innocent des accusations portées contre lui, soit il était suffisamment prudent pour ne rien laisser de compromettant par écrit. Dans une lettre à Gilles de Souvray, Henri III écrit « Guérissez-vous bien, et faites votre compte de votre bon maître vous aime toujours comme il doit. Je désire savoir de votre santé, car ce m'est un contentement extrême quand j'en sais. Celui qui vous tient aussi cher que personne qui vous puisse aimer, vous estimant comme un second moi-même. » Ces mots d'amour, d'une intensité troublante, dépassent largement les formules de politesse habituelles entre un roi et ses courtisans. Louise de Lorraine tient une place très importante dans la vie sentimentale du roi. Un jour que Catherine de Médicis entre dans ses appartements sans se faire annoncer, elle surprend sa belle-fille en intimité sur les genoux de son mari. Cette scène prouve qu'Henri III entretient une relation conjugale normale. Cette intimité, quasi exceptionnelle du couple royal, n'empêche toutefois pas le roi de poursuivre ses aventures furtives avec une multitude de jeunes filles belles et enjouées. Henri III a donc une vie sexuelle active avec les femmes. Mais cela n'exclut pas d'autres pratiques. Une hypothèse plausible serait celle de la bisexualité du roi, qui lui aurait permis d'entretenir des relations aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes. Cette explication réconcilierait les témoignages contradictoires. Face à ces arguments contradictoires, il apparaît difficile de trancher de manière définitive sur la question de l'homosexualité d'Henri III.
Cette orientation sexuelle plus nuancée expliquerait à la fois les témoignages relatifs à ses maîtresses féminines et les rumeurs persistantes concernant ses rapports avec ses mignons. Henri III marginalise les plus grandes familles nobles au profit d'hommes nouveaux qui lui sont complètement dévoués. Cette stratégie révolutionnaire bouleverse l'ordre social traditionnel. Plus le mignon était jeune et de condition moyenne, plus son ascension démontrait la puissance royale. Henri III utilise ses favoris pour affirmer son pouvoir absolu. Mais cette politique a un coût. Elle scandalise la noblesse traditionnelle. À partir de 1576, le terme mignon prend carrément une connotation sexuelle et dégradante. Cette stratégie répond à une nécessité. Confronté aux ambitions des Guises et des Bourbons, Henri III a besoin d'alliés indéfectibles. Les mignons, qui ne doivent leur élévation qu'au roi, lui offrent cette fidélité absolue que les grands seigneurs lui refusent. Malgré les scandales, les mignons d'Henri III laissent un héritage culturel important. Leur goût pour les arts et leur raffinement transforment la cour française. Ils introduisent des modes nouvelles, patronnent des artistes, révolutionnent l'esthétique courtisane. Henri III lui-même, formé dans un milieu humaniste, encourage le monde des lettres et le mécénat royal. Il protège directement des écrivains comme Desportes, Montaigne et Duperron. Cette politique culturelle, menée avec ses mignons, contribue à l'épanouissement artistique de la Renaissance française. L'étiquette codifiée par Henri III et ses favoris préfigure celle de Versailles. Louis XIV reprendra et perfectionnera ces innovations, mais en supprimant leur dimension scandaleuse. Les mignons auront ainsi contribué, malgré eux, à la modernisation de la monarchie française. L'assassinat d'Henri III le 1er août 1589 marque la fin d'une époque. Jacques Clément, moine dominicain fanatisé par la Ligue, considère Henri III comme l'ennemi de la foi catholique. Le coup de couteau fatal a bien été donné par Jacques Clément, préfet au Studium général de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Sur son lit de mort, Henri III reconnaît formellement son beau-frère, le roi Henri III de Navarre, comme son successeur légitime. Mais il fait plus. Il demande à ses mignons survivants de servir loyalement le nouveau roi protestant. Avec lui disparaît le dernier roi de France à avoir mélangé aussi intimement vie publique et vie privée. Henri IV, son successeur, rétablira une distance traditionnelle entre le souverain et ses sujets. Les mignons survivants s'adaptent difficilement à ce nouveau règne. D'Épernon, habitué à régner en demi-roi, supporte mal la perte de son influence. François d'O, malgré ses compétences, ne retrouvera jamais la position privilégiée qu'il occupait auprès d'Henri III. Malgré leur réticence, car le nouveau roi est protestant, la plupart des mignons survivants respectent ce serment. D'Épernon, pourtant peu favorable aux Béarnais, finit par se rallier. François d'O sert fidèlement Henri IV avant de mourir ruiné. Cette transition marque la fin d'un système politique unique dans l'histoire de France. Plus jamais un roi français ne s'appuiera aussi exclusivement sur des favoris intimes pour gouverner. L'expérience des mignons, jugée trop dangereuse, ne sera pas renouvelée. Il est curieux qu'ils aient tous la même réputation plus que douteuse. Comment imaginer qu'ils aient été tous homosexuels, sinon de tendance, du moins, de consentement? Cependant, sous le nom infamant de mignons, ils sont englobés dans la même réprobation. Les écrivains comme Lestoile ou Brantôme, pourtant connus pour leurs informations scabreuses, n'accordent aucun crédit à ces rumeurs et mettent en exergue la passion du roi pour les femmes. En revanche, d'Aubigné, calviniste forcené, et Ronsard, proche du duc d'Alençon, n'hésitent pas à brocarder le roi sur le sujet. Les premiers à associer le mot « mignon » à l'homosexualité sont les calvinistes. Hostiles à toute frivolité, les prédicateurs protestants condamnent fermement les phénomènes de mode et interdisent la pratique de la danse, usuelle chez les catholiques. L'image des mignons véhiculée par les protestants est vite reprise par la Ligue catholique qui mène à partir de 1585 une vaste campagne de désinformation contre Henri III et sa cour. Cette propagande se poursuit après l'assassinat du roi en 1589. Henri III est un souverain psychologiquement très perturbé. L'amour excessif que Catherine de Médicis manifeste à son égard depuis sa naissance
est la principale cause de ce désordre. Ce fils trop aimé de sa mère se sent paradoxalement mal aimé. La prédilection outrancière qu'elle lui voue l'a coupé de son entourage. Ses frères et sœurs le jalousent. Les autres le craignent, le flattent. Ce souverain aspire à être aimé pour lui-même, et il y met l'énergie du désespoir. Certes, la tendre Louise de Lorraine l'aime avec sincérité, mais il a besoin d'une symbiose spirituelle. C'est ce qu'il recherche chez ses favoris, et c'est pourquoi il ne peut s'en passer. Toute sa vie se tiendront à ses côtés entre deux, et, si mignons, l'un cédant la place à l'autre au gré de la politique et des affections du souverain. Cette quête d'affection désespérée explique l'intensité de ses relations avec ses mignons. Henri III cherche chez eux l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais vraiment trouvé dans sa famille. Cette recherche obsessionnelle de l'amour le rend vulnérable aux accusations de ses ennemis. Brantôme, témoin direct de cette époque, prend la défense des mignons dans ses écrits. Lui-même ancien soldat, le gentilhomme chroniqueur soutient que plusieurs mignons, honnêtes et vaillants, jeunes hommes, comme Bussy, Maugiron, Caylus ou Antraguette, ont démontré leur valeur au vieux capitaine. Brantôme ajoute que les courtisans précités, protagonistes de tant de beaux combats et duels qui se sont faits depuis 20 ans en nos cours, ont été les premiers aux assauts, aux batailles et aux escarmouches. Cette défense est importante, car elle vient d'un homme qui a côtoyé ces personnages. Brantôme connaît la réalité de la cour et refuse les calomnies. Pour lui, les mignons sont d'abord des guerriers courageux, pas des efféminés. Cette réputation de bravoure contredit l'image d'hommes efféminés véhiculée par la propagande. Les mignons sont des spadassins redoutables, prêts à mourir pour défendre leur roi. Le duel de 1578 le prouve tragiquement. Selon le médecin Gilbert Robin, spécialiste de cette question au XXe siècle, s'il avait aimé ses archimignons d'un amour sexuel, il ne s'en serait pas délibérément séparé. Il n'aurait pas toléré le partage. Il était roi et pouvait agir comme bon lui semblait. Cette analyse psychologique moderne soulève des questions intéressantes. Un roi homosexuel aurait-il encouragé les mariages de ses amants ? Cette contradiction apparente plaide pour une relation plus complexe qu'une simple liaison charnelle. Y eut-il des mignons homosexuels ? Notre documentation ne nous permet pas d'aller aussi loin dans ces recherches. Autant que nos renseignements nous autorisent à l'affirmer, la plupart se marièrent et eurent une descendance. Cette réalité matrimoniale complique l'interprétation des relations entre Henri III et ses favoris. Si certains mignons étaient homosexuels, ils l'étaient probablement de manière discrète et non exclusive. Gaston Dodu, historien du début du XXe siècle, soutient que la France de Henri III, italianisée par l'effet d'une forte infiltration de sang italien, lui-même mêlé de sang grec ou byzantin, était toute plus ou moins pervertie. Cette analyse, typique de son époque, reflète les préjugés de l'historiographie ancienne. Pour Dodu, Henri III aurait subi la contagion de son entourage. Cette vision passive du roi ne correspond pas à la réalité historique. En fait, c'est Henri III qui donne le ton à sa cour. Son goût pour le raffinement, son besoin d'affection, sa recherche d'intimité transforment les relations courtisanes. Les mignons ne corrompent pas le roi, ils répondent à ses attentes. Cette dynamique royale explique l'originalité du règne d'Henri III. Pour la première fois dans l'histoire de France, un roi fait de l'amour le fondement de son système politique. Cette innovation audacieuse lui coûtera cher. Peut-être Henri III était-il homosexuel. En tout cas, c'est la trace qu'il a laissée dans l'histoire. Cette image, vraie ou fausse, a marqué pour toujours la mémoire collective. Les historiens modernes tentent de nuancer cette réputation. Ils insistent sur les aspects politiques et culturels du règne d'Henri III. Mais l'image des mignons reste indissociable de ce roi controversé. Cette persistance s'explique par l'impact des rumeurs contemporaines. Les pamphlets, les vers satiriques, les témoignages hostiles ont construit une légende noire que les siècles n'ont pas effacée. Paradoxalement, cette réputation sulfureuse contribue à la fascination qu'exerce encore Henri III. Ce roi différent, qui a osé défier les conventions, interroge notre époque sur les rapports entre public et privé, entre amour et pouvoir. Henri III avait entrevu la monarchie moderne, appuyée sur des serviteurs compétents plutôt que
sur des féodaux rebelles. Il faudra attendre Louis XIV pour que cette vision triomphe définitivement. Cette modernité précoce explique les résistances qu'il rencontre. Les grands seigneurs, habitués à partager le pouvoir avec le roi, ne supportent pas d'être écartés au profit de parvenus. Les Mignons incarnent cette révolution sociale avortée. Hommes nouveaux, ils représentent une méritocratie naissante face à l'aristocratie héréditaire. Leur échec annonce les difficultés de la monarchie absolue. Cette dimension politique du phénomène des Mignons est souvent occultée par les scandales de mœurs. Pourtant, elle constitue l'enjeu véritable de cette période troublée de l'histoire de France. 4 siècles après la mort d'Henri III, le mystère des Mignons demeure entier. Les historiens continuent de débattre de la nature exacte des relations entre le roi et ses favoris. Homosexualité, bisexualité ou simple amitié passionnée. La vérité restera probablement à jamais enfouie. Ce qui est certain, c'est qu'Henri III a révolutionné l'art de gouverner en s'appuyant sur l'affection plutôt que sur la crainte. Cette innovation, audacieuse pour l'époque, lui aura coûté son trône et sa vie. Les Mignons, fidèles jusqu'à la mort, auront partagé le destin tragique de leur maître. L'histoire des Mignons d'Henri III reste l'une des plus troublantes de l'histoire de France. Elle révèle les failles d'un système monarchique en crise et les dangers d'un pouvoir trop personnalisé. Ces hommes, qui ont sacrifié leur réputation pour servir leur roi, méritent mieux que les calomnies qui les poursuivent encore aujourd'hui. Leur véritable crime n'était pas d'avoir couché avec Henri III, mais d'avoir incarné une modernité et politique que la France du XVIe siècle n'était pas prête à accepter. En ce sens, ils furent les victimes d'une époque qui ne comprenait ni leurs innovations ni leurs aspirations. L'héritage des Mignons dépasse largement les scandales d'alcôve. Ils représentent une tentative unique de concilier amour et pouvoir, passion et politique. Cette expérience, aussi dangereuse qu'audacieuse, aura marqué pour toujours l'histoire de la monarchie française. Henri III et ses Mignons nous rappellent que l'histoire est faite par des hommes de chair et de sang, avec leurs passions, leurs faiblesses et leurs contradictions. Derrière les fastes de la cour et les pompes royales se cachent des êtres humains en quête d'amour et de reconnaissance. Cette quête éternelle, universelle, explique peut-être pourquoi l'histoire des Mignons d'Henri III continue de nous fasciner. Elle nous renvoie à nos propres questionnements sur l'amour, le pouvoir et la nature humaine. En ce sens, Henri III et ses favoris restent étonnamment modernes, 4 siècles après leur disparition. Henri III paie le prix de ses innovations. Son raffinement choque une noblesse habituée à la rusticité. Sa politique de faveur dérange les grands seigneurs, son intimité avec ses Mignons scandalise les bien-pensants. Ces hommes qui dorment dans son lit, qui l'habillent et le déshabillent, qui partagent ses secrets les plus intimes, représentent une transgression majeure des codes sociaux de l'époque. Le scandale des Mignons ne réside pas seulement dans les supposées pratiques sexuelles. Il révèle une crise plus profonde, celle d'un roi qui refuse de jouer le rôle traditionnel du monarque viril et distant. Henri III veut être aimé, pas seulement craint ou respecté. Cette quête d'affection, cette recherche de symbiose spirituelle avec ses favoris, bouleverse les codes millénaires de la royauté française. Les Mignons incarnent un moment unique où l'intime et le politique se confondent. Leur relation avec Henri III dépasse le cadre traditionnel du service royal pour entrer dans celui de l'amour, qu'il soit platonique ou charnel. Cette confusion des genres y explique l'ampleur du scandale et la persistance des rumeurs. 4 siècles plus tard, l'histoire des Mignons d'Henri III continue de fasciner. Elle nous révèle un roi moderne avant l'heure, prisonnier d'une époque qui ne comprend ni ses innovations ni ses besoins affectifs. Henri III aura été le dernier roi de France à mélanger aussi intimement amour et pouvoir, passion et politique. En réhabilitant les Mignons, c'est donc Henri III lui-même qu'il faut réhabiliter. Ce roi raffiné et cultivé, mystique et politique, fut peut-être en avance sur son temps. Sa tragédie fut de vouloir moderniser la France dans un contexte de guerre civile qui ne tolérait aucune innovation.